Salut et fraternité citoyen. Déjà, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année 2022. Que votre candidat à l'élection présidentielle soit élu. Enfin, ça dépend qui quand même. Il y a quelques années, au tout début de WIP, en 2018 donc, j'avais fait une vidéo sur la présidentielle. Enfin, plutôt sur la fonction présidentielle, sur la présidence de la République. Alors, bien que cette vidéo soit assez complète, je me suis dit qu'il fallait peut-être approfondir certains points, notamment sur l'élection. Alors du coup, la première chose à faire, dans un premier temps, c'est de recontextualiser. Aujourd'hui en France, nous vivons dans un régime républicain semi-présidentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, nous vivons en république, c'est-à-dire que la souveraineté nationale n'appartient pas à un monarque, mais au peuple. C'est le peuple qui est souverain, du moins dans la conception du républicanisme français. Ensuite, le terme semi-présidentiel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que c'est intéressant, c'est à mi-chemin entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. Dans la plupart des pays européens, chez nos voisins, que ce soit des monarchies ou des républiques, eh bien, ils ont un régime politique parlementaire. C'est-à-dire que le Parlement a une certaine prépondérance sur l'exécutif, il y a une séparation des pouvoirs assez souple, une responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée, devant le Parlement, et aussi un droit de dissolution des chambres parlementaires. Alors dans un régime présidentiel, par contre, comme aux États-Unis notamment, l'exécutif et le législatif sont strictement séparés. Il n'y a pas de droit de dissolution, il n'y a pas non plus de responsabilité du gouvernement ou des membres du cabinet devant les assemblées. Alors vous allez me dire, en France, pourtant, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, nous avons un gouvernement responsable devant l'Assemblée nationale, nous avons aussi un exécutif qui peut dissoudre l'Assemblée nationale, une des chambres du Parlement. Alors est-ce que la France est un régime parlementaire du coup? Eh bien oui, et c'est aussi un régime présidentiel. Alors effectivement, il y a une séparation des pouvoirs assez souple, un droit de dissolution, une responsabilité du gouvernement devant une chambre parlementaire, mais il y a aussi, dans le même temps, un président de la République qui a de larges prérogatives, et de très importantes prérogatives, et qui, lui, n'est pas responsable devant le Parlement, n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il est élu directement par les citoyens, par le peuple, lors de l'élection présidentielle. Et il tire sa légitimité de cette élection, et il n'est pas responsable devant une assemblée d'élus, il est responsable devant les citoyens. Alors élire un président de la République, c'est pas si compliqué. Et pour cela, il faut se fier à la Constitution. Alors là, il y en a plusieurs depuis 1789, mais on va plutôt prendre celle de 1958, révisée en 2008. Alors déjà, l'article numéro 6 de la Constitution, très intéressant car il nous parle de plusieurs sujets fondamentaux concernant le président et son élection. Déjà, première des choses, le mandat d'un président de la République est de 5 ans. Le président de la République est élu pour 5 ans. Le président de la République fait donc un quinquennat. Alors ça n'a pas toujours été le cas, jusqu'en l'an 2000, jusqu'au référendum de l'an 2000, eh bien les présidents de la République étaient élus pour 7 ans, pour un septennat. Et ça a été le cas jusqu'en 2002, la date d'entrée en application de la réforme qui a été votée par les Français. Et depuis lors, les présidents de la République sont élus pour 5 ans. Alors, autre point qu'on retrouve dans l'article 6 de la Constitution, le président de la République est élu pour 5 ans, donc, et au suffrage universel direct. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le suffrage, déjà, ça veut dire le vote. Le scrutin universel, c'est-à-dire que tous les citoyens qui sont en âge de voter peuvent voter sans aucune distinction d'origine, de sexe ou de catégorie sociale ou professionnelle. Ça n'a pas toujours été le cas en France, et c'est notamment intéressant de le souligner. Au XIXe siècle, pendant longtemps, on a élu les représentants, sous les monarchies constitutionnelles, au suffrage censitaire, c'est-à-dire que seulement une petite partie de la population, qui payait un montant minimum d'impôts, pouvait voter aux élections. Et même parfois, on a donné 2 voix pour certains personnages les plus riches. Bref, on est passé ensuite en 1848 au suffrage universel masculin, c'est-à-dire que tous les hommes en âge de voter pouvaient voter peu importe qu'ils soient riches ou pauvres. Et il a fallu attendre en 1944 et 1945 pour que les femmes puissent voter aux élections et que nous puissions donc avoir un suffrage universel complet. Enfin, le suffrage direct, c'est-à-dire qu'entre les électeurs et l'élu, il n'y a pas d'intermédiaire, comme il pourrait y avoir dans certaines élections, les sénatoriales notamment en France. On vote pour le président de la République de façon directe, directement pour le candidat que vous souhaitez. Sous la Troisième et sous la Quatrième République, c'était le Parlement qui était chargé d'élire le président de la République,
Et au tout début de la Ve République, c'était un collège spécial composé de 80 000 personnes qui élisaient le président de la République. À partir de 1962, le général de Gaulle, qui est alors président de la République, va vouloir instaurer le suffrage universel direct pour la présidentielle. Il décide donc de proposer cette réforme constitutionnelle, et du coup, de Gaulle est quand même passé par le référendum au forceps. C'est la réforme que nous avons aujourd'hui. Passons ensuite au deuxième alinéa de l'article 6. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Un président de la République ne peut pas être élu plus de 2 fois d'affilée. C'est-à-dire, actuellement, avec un quinquennat de 5 ans, il ne peut pas faire plus de 10 ans d'affilée. Alors c'est très intéressant puisque cette limite n'existait pas jusqu'en 2008, jusqu'à la réforme portée par Nicolas Sarkozy. Pour autant, cette limitation de 2 mandats est consécutive, c'est-à-dire qu'un président de la République qui doit quitter ses fonctions au bout de 10 ans peut tout à fait envisager de se représenter 5 ans plus tard à une autre élection et même 10 ans plus tard à encore une nouvelle élection. S'il est assez jeune, comme Emmanuel Macron par exemple. On va en bouffer jusqu'en 2070 en fait. Bon, voilà pour l'article 6 de la Constitution. On peut passer à l'article 7 qui est tout aussi... qui est beaucoup plus long en fait, finalement. Ce qui est très intéressant à savoir là-dedans, c'est que le président de la République est, comme le dit le premier alinéa, élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. C'est-à-dire que pour être élu président de la République, je vous le disais il y a quelques minutes, la légitimité du président, c'est d'avoir une majorité absolue à la présidentielle et donc d'être élu. C'est ça sa légitimité. Alors, il n'y a pas que la Constitution qui établit des règles pour l'élection présidentielle, loin de là. Il y a aussi des lois organiques et le code électoral. On peut d'ailleurs notamment retrouver dans ces dispositifs les fameux 500 parrainages d'élus locaux et parlementaires pour être candidat à la présidentielle, mais aussi le plafond de dépenses de chacun des candidats et les règles en matière de financement d'une campagne électorale. On va d'ailleurs bientôt en parler de ces points, notamment des parrainages qui vont être au cœur de l'actualité d'ici la fin du mois et pour un petit mois encore. Et ensuite aussi les financements de campagne, on en parle toujours des mois après l'élection, surtout quand il y a des affaires. Coucou Big Malion. Alors il est temps de parler maintenant des pouvoirs présidentiels. Alors, la base bien sûr de ces pouvoirs présidentiels, c'est dans l'article 5 de la Constitution, qui détaille notamment les principales missions et prérogatives du président de la République. Et c'est surtout des missions qui, vous allez le voir, sont symboliques et qui nous font comprendre que le président de la République sous la 5e est un petit peu la clé de voûte des institutions. Alors, le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc, on a un président de la République qui est gardien de la Constitution. On a un président qui est gardien de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et aussi du respect des traités que nous signons avec des partenaires étrangers. Il est garant également, c'est écrit un petit peu plus tard dans la Constitution, de l'indépendance de l'autorité de la justice et aussi du bon fonctionnement des pouvoirs publics et donc de la continuité de l'État. Et c'est donc à ce titre qu'il a des prérogatives particulières qui sont nombreuses et qui font du système parlementaire français un système semi-présidentiel. Il nomme notamment le Premier ministre et les ministres, il préside les conseils des ministres, qui sont les réunions hebdomadaires des membres du gouvernement, il promulgue les lois qui sont votées par le Parlement, il peut soumettre des projets de loi au référendum, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, bien sûr, il peut s'adresser devant les 2 assemblées, soit par des communiqués qui sont lus par les présidents de chambre, soit directement lui-même dans un discours qu'il adresse au Congrès du Parlement. Il est aussi responsable de la nomination des hauts fonctionnaires civils et militaires, de certains présidents d'institutions et d'autorités indépendantes. Il nomme aussi les ambassadeurs, les préfets. Il peut gracier aussi une personne qui a été condamnée par la justice ou qui a une procédure judiciaire. Il est également le chef des armées et il peut également prendre les pleins pouvoirs en cas de grave crise. D'ailleurs, nous allons nous arrêter sur ce point. L'article 16 de la Constitution, certains d'entre vous le connaissent déjà, peut-être de réputation. L'article 16 de la Constitution est un article qui est le fruit de la réflexion du général de Gaulle et de son entourage. Alors déjà, que nous dit le texte? Une chose très simple, il nous parle des conditions dans lesquelles peuvent être mises en application cet article. Et il y a plusieurs options. Soit il y a une interruption du fonctionnement de l'État, soit en cas de grave crise et imminente sur les institutions, sur le territoire, sur l'indépendance de la nation. Et si un de ces cas se présente, eh bien le président de la République
demande au Premier ministre, au président des deux chambres et au président du Conseil constitutionnel de pouvoir enclencher cet article, notamment en cas de tentative de coup d'État, en cas de tentative d'invasions étrangères, ou même de graves crises technologiques ou naturelles. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on a créé cet article? Pourquoi les gaullistes ont voulu insérer cet article? Parce que c'est quand même assez fou qu'un président puisse devenir un petit dictateur romain comme ça, en cas de grave crise. Eh bien justement, c'est à cause de ces graves crises. Le général de Gaulle a toujours dit avoir très mal vécu ce qui s'est passé en 1940. L'État s'est effondré avec l'invasion allemande. Et pour contrer une crise aussi grave, eh bien, le général de Gaulle a voulu mettre en place notamment ce système, qu'il a d'ailleurs lui-même utilisé en 1961 lors d'une tentative de putsch réalisée par 4 généraux favorables à l'Algérie française. Et d'ailleurs, autre point de l'histoire, à la mi-mars 2020, alors que nous connaissons le début de la pandémie et de l'épidémie de Covid-19 en France, le président de la République aurait réfléchi, d'après le JDD à l'époque, à utiliser l'article 16. Dans ce cas précis, c'était juste avant le premier confinement. Alors, faut pas non plus rêver, cette procédure est très encadrée, le Conseil constitutionnel y veille au grain, le Parlement peut se réunir de plein droit, l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute, et le Conseil constitutionnel est quand même en charge de vérifier régulièrement, tous les 30-60 jours, si les conditions de mise en application de cet article sont toujours réunies. Bon, imaginons tout de même que le président de la République veuille garder les pleins pouvoirs et outrepasse donc l'avis du Conseil constitutionnel. Que se passe-t-il? Comment est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Qui peut empêcher ça? Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel, la justice, le Parlement, une autre autorité? Ouais, je sais, j'avais besoin d'une transition assez tirée par les cheveux pour parler de cet article particulier. Mais je voulais d'ailleurs finir sur cette note de politique fiction, qui est celle d'une destitution d'un président de la République. Et oui, on peut destituer un président de la République en France, c'est l'article 68 de la Constitution. Alors déjà, que nous dit cet article? Bon, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Qu'est-ce que c'est en fait, ces manquements graves? Est-ce que c'est une haute trahison? Est-ce que c'est un refus du président de la République de promulguer des lois? Est-ce que c'est un refus de se plier aux consignes référendaires? Est-ce que c'est la remise en cause des institutions républicaines, de la forme républicaine, de la Constitution elle-même? Bref, comme souvent avec notre droit, et surtout notre droit constitutionnel, c'est assez clair et assez flou à la fois. Ce qui est sûr notamment avec cet article 68, c'est que ce sont les seuls parlementaires, députés et sénateurs qui peuvent engager et voter une destitution d'un président de la République. Pour cela, il faut qu'un dixième des membres d'une chambre, que ce soit des sénateurs ou des députés, dépose une résolution qui est motivée, c'est-à-dire rédigée, sur le bureau de la chambre dans laquelle ils sont membres. Ensuite, le bureau de cette chambre va étudier cette proposition, il va soit l'adopter, soit la rejeter. Cette proposition de résolution va passer en commission des lois, va être ensuite débattue dans l'hémicycle, puis une fois votée, elle va partir à l'autre chambre, donc si c'est l'Assemblée, elle partira au Sénat, si c'est le Sénat, elle partira à l'Assemblée. Et l'autre chambre va faire le même processus, commission des lois, discussion en séance publique, et une fois que les deux assemblées ont voté ce texte, eh bien la haute cour peut se constituer. Le président de l'Assemblée nationale est à la tête de cette haute cour, il va en présider les débats. Une commission d'enquête parlementaire va aussi se constituer, elle va pouvoir auditionner notamment le président de la République, chose qui n'est pas possible dans d'autres cas. Et une fois l'enquête terminée, eh bien, il y a un débat en présence du président de la République, des députés et des sénateurs, et au final, les parlementaires vont voter à bulletin secret pour ou contre la destitution du président de la République. Et si les députés et les sénateurs votent la destitution, eh bien cette destitution, eh bien elle prend effet immédiatement. Alors on n'a jamais connu un tel scénario sous la Ve République, même si, en 2016, après l'apparition du livre « Un président ne devrait pas dire ça », les députés et les républicains de l'époque avaient tenté de déposer une proposition de destitution de François Hollande sur le bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'il aurait violé, selon eux, le secret défense. Alors c'est une proposition qui, vous vous en doutez, a bien évidemment échoué dès la première étape, l'étape du bureau, mais quand même, tout ça nous fait dire autre chose, c'est que aujourd'hui en France, et historiquement, les seuls à être capables de juger un président de la République en exercice, ce sont les parlementaires eux-mêmes. Et on tient cette tradition
depuis la Révolution française. À l'époque, Louis XVI, alors destitué de son titre de monarque, a été jugé par les membres de la Convention, et ce procès a conduit d'ailleurs à sa mise à mort. Et vous voyez, il y a cette prérogative historique du législatif sur l'exécutif. Dans tous les cas, il reste encore beaucoup de prérogatives et d'articles sur la fonction présidentielle qui sont extrêmement intéressants, mais on ne verra pas tout aujourd'hui, bien sûr. WIP revient plus vite que vous ne pensez. Entre l'élection présidentielle et la PFUE, on a de quoi faire. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt sur WIP.